C'était le genre d'anniversaire tranquille qui vous fait douter de votre propre importance. Pas de serpentin, pas de gâteau, pas même une bougie vacillant dans une lumière tamisée. Juste le léger tic-tac de l'horloge murale et le tintement des talons de Clarabelle lorsqu'elle sortit de la cuisine, tenant une boîte enveloppée de papier argenté et ornée d'un ruban si serré qu'il semblait sur le point de se briser sous le poids de son attente. Elle sourit en me l'attendant, de cette expression pincée et parfaitement posée qu'elle avait apprise au fil des années à naviguer entre cocktails et dîners entre beaux-parents. Ses yeux étaient un peu trop écarquillés, comme si elle voulait s'imprégner de ma réaction, mais n'était pas sûre de pouvoir supporter que je la regarde trop longtemps. Elle tendit la boîte comme si c'était une offrande de paix ou peut-être un test, et dit « Joyeux anniversaire, Braxton ». Je pris la boîte lentement et la posai sur mes genoux. Le velours était doux, sombre, le genre de velours précieux qui murmure plutôt qu'il ne crie. Il y avait quelque chose de spécial dans sa façon de se percher sur la coudoir du canapé, me regardant, les doigts légèrement repliés. Je lui ai offert un sourire pour détendre l'atmosphère. Puis j'ai décollé l'emballage, soulevant le couvercle pour révéler une bague en or nichée dans un satin bleu marine profond. Elle était simple, épurée, sans pierres précieuses ni monture ornée, juste un anneau impeccable avec un léger scintillement qui accrochait la lumière comme une promesse. Je l'ai incliné vers moi et j'ai aperçu la gravure à l'intérieur de l'anneau pour ton éternité. Ces mots ont touché un coin profond et silencieux de ma poitrine. Clarabelle avait toujours su rendre les grands gestes subtils. Je l'ai regardée et j'ai souri. C'est parfait, ai-je dit. Et pendant une seconde, je l'ai pensé. Elle rayonnait. Pas un sourire franc et désinhibé où Clarabelle n'en faisait pas, mais le genre de douce lueur qui scintillait dans ses yeux et réchauffait les commissures de sa bouche. Je trouvais qu'elle te allait bien. Discrète, mais forte. J'ai glissé la bague à mon doigt. Elle était comme à sa place. Bien ajustée, mais pas trop serrée. Ma peau ne picotait pas. Il n'y avait aucune prémonition étrange, juste le doux bruit de sa respiration face à moi et la sensation du métal froid se frottant contre ma peau. Je levai la main et l'étudia sous la faible lumière du salon. J'aurais toujours dû avoir ça. Clarabelle pencha la tête, une mèche de cheveux glissant sur son oreille. C'est pour les années à venir, dit-elle doucement. Tu as tellement travaillé ces derniers temps. Je voulais juste que tu aies quelque chose qui te rappelle que tu n'es pas seul. Elle se pencha en avant, déposa un baiser sur ma joue, et je le laissai s'attarder. Son rouge à lèvres laissa une trace de vin de cerise sur ma peau, et pour la première fois de la journée, j'eus l'impression que la fête était réelle. Juste elle et moi. Silencieuse, simple, un moment suspendu dans notre vie autrement bruyante. Nous n'avions pas besoin de confettis ni de dîner bondé. Juste ça. Nous restâmes assis là un moment, sirotant le vin qu'elle avait ouvert, quelque chose de sec et de cher, le genre de vin dont elle disait toujours qu'il avait un goût de potentiel. La télévision bourdonnait en fond sonore, avec une émission que nous ne regardions ni l'un ni l'autre. Sa tête se posa sur mon épaule et je laissai ma main reposer sur la sienne, mes doigts entrelacés comme au début de notre relation. Je me souviens avoir pensé que c'était peut-être un retour à quelque chose que nous avions perdu. Peut-être que le silence n'était pas creux, mais la paix. Plus tard, lorsqu'elle se coucha tôt, prétextant un mal de tête, je restai dans le salon. La bague attira à nouveau mon regard dans la pénombre. Je la tournai lentement à mon doigt, lisant l'inscription une dernière fois. Pour toujours. Il y avait quelque chose dans cette formulation. Tellement absolu. Pour toujours est un mot audacieux. On ne le grave pas dans le métal sans en être sûr. Je me demandais ce qu'elle voulait dire par là. Était-ce de l'espoir? Une supplication ou autre chose? Pourtant, je me sentais étrangement réconforté. Je me disais que c'était un nouveau départ, que nous avions peut-être traversé les tempêtes et atteint des eaux plus calmes. J'ignorais depuis combien de temps elle ne m'avait pas touché sans qu'elle ne me le demande. J'ai ignoré le fait que l'anniversaire de l'année dernière avait été bruyant et bondé, et que cette année, il n'y avait que nous et une bague. J'ai ignoré beaucoup de choses ce soir-là. Quand je suis finalement allé me coucher, elle était déjà blottie sous les draps, respirant doucement. Je me suis glissé sous les couvertures à côté d'elle et j'ai longuement fixé le plafond. Je sentais le poids de la bague presser ma peau tandis que je croisais les mains sur ma poitrine. Elle a remué une fois dans son sommeil, tendant la main et posant sa paume sur mon bras comme par instinct, comme si une partie d'elle se rappelait que nous étions censés nous appartenir l'un à l'autre. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé cela suffire. Au matin, je me suis réveillé avant le soleil. La bague était toujours à mon doigt, fraîche contre la chaleur de ma peau. Clarabelle avait quitté le lit,
déjà levée, probablement en train de préparer du thé ou de répondre à des emails. Elle était toujours précise dans ses habitudes. J'ai tapoté jusqu'à la cuisine, encore un peu floue, et j'ai trouvé une tasse de thé noir fraîche sur le comptoir, la vapeur s'élevant dans l'air immobile. Elle se détourna du lavabo et sourit. « Bonjour, mon garçon d'anniversaire, dit-elle. » Je l'embrassai sur la tempe et tendis la main vers la tasse. La bague brillait faiblement lorsque je soulevai la fausse bague. « Merci encore pour le cadeau, dis-je. » Elle hocha la tête, satisfaite. « Ce n'est que le début, dit-elle. » Je ris, ne comprenant pas ce qu'elle voulait dire, ne comprenant pas que le début auquel elle faisait référence n'avait rien à voir avec l'amour ou la fête, mais tout à voir avec un « in » qu'elle orchestrait déjà. Au début, ce n'était qu'un murmure, une étrange démangeaison dans mes articulations, intermittente, comme l'écho d'une vieille blessure dont je ne me souvenais pas l'avoir contractée. Ça commença par mes articulations, le genre d'inconfort qui vous fait serrer et fléchir les doigts, essayant de la libérer. Puis ça se propagea à mes genoux, comme si les os se frottaient les uns contre les autres sans coussin. Je me disais que c'était l'âge. 38 ans, ce n'était pas ancien, mais ce n'était plus 20 ans. J'avais peut-être mal dormi. Peut-être que j'avais besoin de m'étirer davantage, de boire plus d'eau, de mieux manger. Tous ces mensonges habituels qu'on se raconte quand notre corps commence à émettre des signaux d'alarme discrets. La nausée est arrivée ensuite. Pas constante, juste une vague par-ci par-là, montant comme une marée qu'on ne voit pas venir avant d'avoir trempé nos pieds. Elle me frappait au milieu d'une réunion où quand je me baissais pour lasser mes chaussures, un malaise lancinant dans mon estomac, comme si quelque chose en moi était déséquilibré. Parfois, cela passait vite. D'autres fois, cela persistait, m'enveloppant comme un brouillard. Clarabelle l'a remarqué avant que je dise quoi que ce soit. « Tu es pâle » a-t-elle dit un matin alors que je sortais de la douche en titubant. Tal s'accrochait à mes hanches et le miroir était encore embué. « Ça va ? » « Juste fatigué, » ai-je murmuré. « Tu n'as pas bien dormi ?» Elle m'a préparé du thé ce matin-là. Un thé aux herbes et aux fleurs, avec une légère odeur de réglisse et de menthe. Je l'ai bu en consultant mes emails, la vapeur me montant au nez tandis que j'essayais de me concentrer sur une demande en mariage à rendre avant midi. La nausée s'est estompée après quelques gorgées. Ou peut-être que je m'en suis convaincu. Clarabelle m'a frotté l'épaule et a murmuré, « Tu t'es toujours surmené, Braxton. Prends peut-être cette journée. » Mais impossible de la prendre. L'entreprise était dans une situation précaire. Mon cofondateur, Marcus, se comportait bizarrement, manquait des appels, reportait les décisions. Les investisseurs appelaient plus souvent que d'habitude, demandant des nouvelles, des échéances, des réconforts. Je ne pouvais pas me permettre un arrêt maladie. Plus maintenant. Pourtant, sa suggestion m'est restée en tête, « Repose-toi. » Doucement. Ce n'était pas le genre de Clarabelle. D'habitude, elle encourageait le travail acharné. L'agitation éloigne les loups, disait-elle quand je travaillais tard le soir. Mais maintenant, elle allumait des bougies pendant le dîner, me faisait couler des bains comme si nous étions en lune de miel. Et chaque soir, le thé attendait sur ma table de nuit comme un rituel. Ses soins étaient presque trop parfaits. C'est là que la fatigue s'est installée. Pas le genre de fatigue qu'on peut digérer. Je me réveillais avec l'impression de ne pas m'être reposé du tout. Mes jambes me faisaient mal. Mes bras étaient lourds. Monter les escaliers devenait un effort conscient. Ma peau commençait à se dessécher, appelée à des endroits où elle ne l'avait jamais fait auparavant. Certains jours, mes joues étaient creuses. Mon regard plus terne dans le miroir. Je cherchais chaque symptôme sur Google, le comparant à tout, de l'anémie au burn-out. Je trouvais des excuses. Mauvaise alimentation, trop de caféine, pas assez de vitamines. Le stress pouvait être la cause de tout ça, non? Clarabelle me pesait de plus en plus. Elle proposa d'appeler Marcus et de reprogrammer des réunions. Elle disait que ma santé comptait plus que l'entreprise. Je ne savais pas quoi répondre à cela. J'appréciais ce sentiment, mais ça ne lui ressemblait pas. Pas la Clarabelle que j'ai épousée. Elle était toujours axée sur l'ambition, le progrès, le contrôle, et maintenant, elle me tendait des couvertures moelleuses et des compléments énergétiques comme si j'étais une patiente. J'étais déstabilisé par la facilité avec laquelle je l'acceptais. Un soir, après être rentré tôt du bureau, je me suis effondré sur le canapé et j'ai fermé les yeux pendant ce que je croyais être un instant. Quand je les ai rouverts,
le soleil avait disparu et la pièce s'était assombrie. Clarabelle se tenait au-dessus de moi, appuyant le dos de sa main sur mon front. « Tu brûles » murmura-t-elle. « Je vais te refaire ce thé. » D'accord. J'ai hoché la tête, méfiant de ma voix. J'avais la tête bourrée de coton. Mes muscles refusaient de coopérer. Je l'ai regardé se diriger vers la cuisine, sa silhouette calme et gracieuse comme toujours. Il n'y avait aucune panique dans ses mouvements. Aucune urgence, juste une préparation méthodique. Bouilloire, tasse, pot d'herbe, miel. Elle m'a tendu la tasse et j'ai bu, sans me poser de questions. Je ne l'avais jamais fait. Son thé me calmait toujours l'estomac, non. Je me suis dit que j'avais de la chance d'avoir quelqu'un qui se souciait autant de moi, qui restait, qui me nourrissait. Mais quelque chose dans son sourire tandis que je sirotais, un éclair de quelque chose que je ne pouvais nommer, me déstabilisa. Plus tard dans la soirée, j'essayais de travailler depuis mon lit. Mon ordinateur portable semblait peser 45 kilos. Mes doigts tremblaient sur le clavier. Je finis par fixer le curseur clignotant pendant une demi-heure avant de refermer le couvercle et de me recoucher. Clarabelle me rejoignit au lit quelques minutes plus tard, blottie contre moi avec cette douce vision qu'elle produisait toujours lorsqu'elle s'endormait. « Tu es en sécurité » murmura-t-elle dans mon cou. Je ne répondis pas. Les jours suivants, les symptômes s'intensifièrent. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'oubliais des noms au milieu d'une phrase. J'ai laissé tomber mon téléphone 3 fois en une matinée, car je ne tenais pas. Et pourtant, Clarabelle souriait. Pourtant, elle préparait le thé. Pourtant, elle disait que j'étais juste fatigué. « Laisse-moi prendre soin de toi », insista-t-elle. « Tu nous as porté si longtemps, Brax. Laisse-moi te porter maintenant. » Je n'ai pas protesté. Je n'avais pas l'énergie. Mais au fond de moi, quelque chose changeait. Un soupçon de doute, une faille dans mon réconfort. Je commençais à me demander pourquoi elle ne me conseillait jamais de consulter un médecin. Pourquoi elle rejetait l'idée des examens ou des ordonnances, pourquoi son remède était toujours le même, repos, thé et ces petites pilules blanches qu'elle prétendait être des compléments alimentaires naturels. J'ai commencé à noter mes pensées. Un journal glissait dans ma serviette. Symptômes, date, ce que je mangeais, quand je buvais son thé. J'entourais les jours où les vertiges étaient les plus intenses. Je notais les nuits où je me sentais étrangement euphorique juste avant de sombrer dans le sommeil. Je retraçais des schémas et me disais toujours que j'étais paranoïaque. Mais le corps ne ment pas. Et le mien me suppliait d'y prêter attention. Ce fut le début. Non pas de la maladie. Je crois que tout a commencé dès l'instant où j'ai mis cette bague, mais de l'éveil. La prise de conscience que ce que j'appelais l'amour était peut-être devenu autre chose, quelque chose de plus froid, de calculé. Je ne savais juste pas à quelle profondeur cela allait. Pas encore. Je ne voulais pas oublier la bague. Ce n'était ni un acte de rébellion ni un geste calculé. Je l'ai juste laissé sur le lavabo de la salle de bain, je l'ai enlevé en me lavant les mains et je ne l'ai pas remis. C'était tout. Un instant simple. Mais parfois, les plus petites choses cachent les vérités les plus criantes. Ce jour-là, quelque chose a changé. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Ce n'est qu'en fin d'après-midi, alors que j'étais à mi-chemin de mon deuxième appel client, que j'ai constaté que la fatigue tenace que je portais depuis des semaines s'était atténuée. La nausée qui avait transformé le déjeuner en punition avait disparu. Mes pensées étaient plus claires. Je n'avais plus l'impression de traîner des parpaings. Je me sentais moi-même. C'était bouleversant. En rentrant ce soir-là, ma tête bourdonnait. Non pas de vertige, mais de lucidité. Je suis entré dans la maison en m'attendant à la même chose que d'habitude. Clarabelle fredonnait doucement dans la cuisine. L'odeur de son thé infusait déjà. Un baiser sur la joue suivi d'une légère poussée vers le canapé. Au lieu de cela, elle se tenait à la porte de la salle de bain, les yeux rivés sur le lavabo comme s'il l'avait maudite. « Tu as oublié quelque chose ?» demanda-t-elle sans me regarder. Je suivis son regard et vis la bague, parfaitement positionnée, comme si elle attendait d'être jugée. « Oh, oui. J'ai dû l'enlever tout à l'heure, dis-je nonchalamment. Je ne l'ai même pas remarqué. » Elle se retourna lentement, son sourire trop répété. « On remarque toujours. On ne l'enlève jamais. » Je haussai les épaules, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. J'étais pressé, sans doute.
Elle resta silencieuse un instant, puis prit la bague et me la tendit. Oh bon, n'en fais pas une habitude. Elle te va bien. Son ton était léger, mais il y avait un tranchant en dessous, comme une lame enveloppée de soie. Je la lui pris et la remis en la regardant attentivement. Elle sourit, puis se détourna pour terminer ce qu'elle était en train de faire. Mais je la sentis de nouveau au moment où la bague toucha ma peau. Ce changement, cette sensation de fourmillement sous ma peau, une soudaine lourdeur dans mes membres. Le retour de ce profond et nauséeux nœud dans mon estomac. C'est alors que la pensée me vint. D'abord silencieuse, presque absurde. Et si c'était la bague? On aurait dit un thriller de pacotille, un roman paranoïaque. Fantasme. Mais mon corps se fichait de la logique. Il ne connaissait que ses sensations. Et quelque chose dans cette bague en or faisait hurler mon téléphone. J'essayais de l'ignorer, de m'en débarrasser. Je la portais pendant le dîner, pendant les questions douces de Clarabelle sur mes réunions, pendant le silence du soir qui était devenu notre routine. Mais cette nuit-là, je me tournais et me retournais. Chaque fois que je bougeais, je sentais la bague presser mon doigt comme une chaîne. À 3 heures du matin, je me suis redressé dans mon lit et je l'ai retirée. Ma tête me lançait. J'avais l'estomac noué. Mais quelques minutes après l'avoir enlevée, j'ai senti la pression se relâcher. Ma respiration ralentit. Mon esprit s'éclaircit. Je fixais la bague dans ma paume, sa surface dorée scintillante et le faible clair de lune filtrait à travers nos rideaux. Elle semblait si inoffensive. Magnifique même. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser. Ce n'était pas qu'un symbole. Elle me faisait quelque chose. Le lendemain matin, j'ai mis la bague dans la poche de mon manteau au lieu de la mettre à mon doigt. J'ai dit à Clarabelle que je ne me sentais pas bien et j'avais besoin d'air frais. Elle m'a proposé du thé. J'ai refusé. Son regard s'est posé sur mes mains. Pas de bague? A-t-elle demandé. Encore oublié? L'ai-je dit avec un petit rire forcé. Et j'imagine que j'ai encore la tête embrumée, a-t-elle souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Cette bague signifie quelque chose, Brax. Ne le traite pas comme un accessoire. J'ai hoché la tête et l'ai embrassé sur la joue, puis je suis sorti avant que la tension ne monte. Mes mains tremblaient en arrivant à la voiture. J'ai conduit sans destination, laissant la ville se dérouler autour de moi tandis que mon esprit s'emballait. Était-ce vraiment la bague? Quelque chose d'aussi insignifiant pouvait-il avoir un tel impact sur mon corps? Je me suis retrouvé en direction du quartier industriel, où les prêteurs sur gage étaient plus nombreux que les cafés et où les gens posaient moins de questions. Je me suis garé devant un endroit appelé Diamond and Dust. Les vitres étaient sales et une enseigne au néon délavé bourdonnait faiblement au-dessus de la porte. À l'intérieur, ça sentait le métal et la naphtaline. L'homme derrière le comptoir semblait avoir été sculpté dans la pierre. De vieilles mains à la barbe argentée, comme si elles avaient réparé des horloges ou des rotules cassées. Il n'a pas souri quand je suis entré. Il m'a juste regardé avec ce genre d'immobilité qui vous rendait extrêmement attentif à chacun de vos mouvements. J'ai sorti la bague de ma poche et l'ai posée sur le comptoir. Pouvez-vous me dire quelque chose à ce sujet? Il n'y a pas touché. Il l'a regardé, puis m'a regardé. Où l'as-tu trouvée? Ma femme me l'a donnée, ai-je dit. Il l'a regardé un instant, puis a lentement passé la main sous le comptoir. Attends ici, a-t-il dit. Il est revenu avec une lampe UV et un petit appareil métallique que je n'ai pas reconnu. Il a d'abord projeté la lampe UV sur la bague. Rien de visible ne s'est produit, mais son froncement de sourcils s'est accentué. Puis il a tenu l'appareil au-dessus de la bague. Il ne l'a même pas touché. Et le lecteur s'est allumé, des lumières rouges clignotant tandis que les chiffres montaient en flèche. Ce n'est pas que de l'or, a-t-il dit doucement. Il y a autre chose dans l'alliage. Ma gorge s'est serrée. Comme quoi? Il n'a pas répondu tout de suite. Il a juste regardé la bague comme si elle avait insulté sa mère. Puis il a dit, j'ai déjà vu ça une fois. Un type est arrivé avec quelque chose de similaire. Il a dit que sa petite amie le lui avait donné. Il a dit qu'il était malade depuis. Les examens n'ont pas pu l'expliquer. Le temps qu'il découvre la vérité, il était aux soins intensifs. Convulsions, défaillance d'organes. Il a failli mourir. La pièce a tourné autour de moi. Que faire? Ai-je demandé à peine plus haut que dans un murmure. Il a croisé mon regard pour la première fois.
Va à la police maintenant et ne la porte plus. J'ai hoché la tête lentement, puis j'ai ramassé la bague d'une main qui ne me semblait pas être la mienne. Elle pesait plus lourd qu'elle n'aurait dû, comme si elle portait toutes les questions sans réponse que j'avais ignorées pendant des semaines. Je l'ai glissée dans ma poche et j'ai remercié l'homme sans vraiment m'entendre parler. En sortant dans l'air froid, mon cœur battait fort. Je ne savais pas encore exactement ce qui se passait, mais je savais une chose avec une clarté absolue. Quelque chose n'allait vraiment pas. L'air du prêteur sur gage était chargé de poussière et d'une odeur métallique. Le genre d'odeur qui vous tenait au fond de la gorge. Je restais là, à regarder l'homme derrière le comptoir examiner la bague comme si elle l'avait insulté. Il ne l'avait pas touchée, pas une seule fois. Il se contenta de fixer la bague, les bras croisés sur la poitrine, sa barbe argentée tressaillant légèrement tandis que sa bouche s'efforçait d'articuler des mots qu'il n'avait pas encore prononcés. Il me demanda où je l'avais trouvée. Je lui répondis, ma femme Clarabelle, un cadeau d'anniversaire. Dès que je le dis, ses yeux se plissèrent. C'est alors qu'il tendit la main sous le comptoir et sortit les outils. La lampe UV s'alluma avec un léger bourdonnement. Il la tint au-dessus de la bague, sa main gantée immobile. La lueur ne révéla rien d'évident. Pas de traînée lumineuse, pas d'inscription secrète, mais je vis sa mâchoire se serrer. Puis arriva le testeur de métaux. Il ne toucha même pas la bague, la rapprochant simplement, et soudain, l'écran de l'appareil se mit à clignoter, les lumières rouges clignotant, les chiffres bondissant plus haut que je ne l'aurais cru possible pour quelque chose soi-disant en or. Ce n'est pas que de l'or, dit-il à voix basse. Il parlait comme quelqu'un qui avait déjà vu ce genre de choses. Je n'aimais pas qu'on me le rappelle. Il y a autre chose dans l'alliage. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Que veux-tu dire? Demandai-je, ma voix me semblant lointaine. J'ai déjà vu ça, continua-t-il. Un jour, il y a des années, un homme est venu avec une bague presque identique. Il a dit que c'était un cadeau de sa petite amie. Il a dit qu'il se sentait mal. Maux de tête, problème d'estomac, douleur musculaire. Rien n'a été détecté au scanner. Rien que les analyses sanguines ne puissent expliquer. Il pensait que c'était le stress, le travail, la vie. C'est ce que tout le monde pense quand son corps commence à le trahir lentement jusqu'à ce qu'il s'effondre. Le temps qu'il s'en rende compte, il était à l'hôpital. Convulsion. Ses organes étaient en train de lâcher. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Demandai-je. Il secoua la tête. Les médecins ont dit que c'était du thallium. Rare, sans goût, sans odeur. Ça ne se voit pas aux examens de base. Ça ressemble à d'autres maladies. On peut en mourir et croire que c'est juste une mauvaise grippe. Et si on le porte près de la peau assez longtemps, dit-il. La phrase resta suspendue. L'atmosphère entre nous se fit plus pesante. Je reculai lentement du comptoir, comme si la bague allait éclater d'elle-même. Mais ce n'est qu'une bague, dis-je à moitié pour moi-même. Pourquoi le ferait-elle? Je ne finis pas ma question. Le prêteur sur gage n'avait pas besoin d'entendre la suite. Mes pensées s'agitaient déjà. Clarabelle, le thé parfait, les pilules énergisantes, ses douces paroles rassurantes, son passage soudain d'épouse ambitieuse à aide-soignante. Tout se reconstitua dans mon esprit comme un puzzle que j'avais regardé à l'envers. Et maintenant, une pièce s'était mise en place, et l'image entière devenait d'une clarté essayante. « Tu dois aller voir la police », répéta-t-il plus fermement cette fois. « N'attends pas. Ne la confronte pas. Ne lui laisse pas le temps de s'expliquer. » Je le fixai, puis baissai les yeux sur la bague. Elle était toujours aussi belle, dorée, lisse, impeccable, faussement inoffensive. Je la pris du bord de ma manche et la glissai dans le petit sac en plastique zippé que j'avais dans la poche de mon manteau, celui que j'utilisais pour transporter des vis et des goupilles de rechange au travail. Mes doigts tremblaient. « Merci, dis-je, même si les mots étaient à peine formés. Je ne savais pas, il hocha la tête une fois. La plupart ne le savent pas. C'est là le danger. Ce n'est pas le genre de poison qui hurle. Il attend. Il vous laisse le porter. Faites-lui confiance. Aimez-le. Ça a été plus dur que prévu. Je me retournai sans un mot et sortis de la boutique. La cloche au-dessus de la porte tintait comme si elle n'avait pas réalisé que le monde venait de s'effondrer sous mes pieds. Dehors, le vent me cinglait le visage. Je restai sur le trottoir, le sac contenant la pochette à bague nouée à la main,
le souffle court en nuages irréguliers. Je ne pouvais pas rentrer chez moi. Pas encore. Je ne savais même plus ce que « chez moi » signifiait. Je suis remonté dans ma voiture et je suis resté assis là un long moment. Moteur coupé, le silence pesant autour de moi. Mes pensées étaient floues, parcourant souvenir après souvenir, scrutant chaque interaction avec Clarabelle au cours des 6 derniers mois, essayant de trouver la faille où le mensonge a commencé. Était-ce quand elle a commencé à travailler tard? Quand elle a soudainement dit qu'on devrait passer plus de temps avec nous? Quand elle a ri trop fort pour des choses qui n'étaient pas drôles? Ou était-ce encore plus tôt? Caché sous les dîners tranquilles, les baisers polis et les cadeaux d'anniversaire un peu trop parfaits. Je me souviens de la façon dont elle avait tendu la boîte ce soir-là. De la façon dont elle avait dit « pour toujours ». Je trouvais ça romantique. Je pensais que c'était de l'amour, mais maintenant, ça ressemblait à une phrase. J'ai appelé Marcus, mon cofondateur, mais j'ai laissé la voix résonner. Je n'étais pas prêt à parler. Ni à lui, ni à personne. J'avais besoin de réfléchir, de planifier, car si c'était ce que je craignais, alors je ne me battais pas seulement pour des réponses. Je me battais pour ma vie. Finalement, je me suis rendu dans un petit motel au bord de l'autoroute, un de ces endroits avec des enseignes lumineuses indiquant des chambres libres et des brûlures de cigarettes sur les rideaux. J'ai payé comptant et dit au réceptionniste que je passais juste par là. Il n'a pas posé de questions. J'ai apprécié. Dans la chambre, je me suis assis sur le lit et j'ai sorti le sac zippé, le tenant devant la lampe. La bague me regardait, innocente et silencieuse. Mon reflet se déformait dans le plastique comme un fantôme. Je ne savais pas encore ce que je ferais ensuite, mais je savais une chose, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Pas tant qu'elle croyait encore que je la portais. Pas tant qu'elle pensait encore que son plan fonctionnait. Quoi qu'il se soit passé, c'était déjà allé trop loin. Et si j'avais raison, Clarabelle ne m'avait pas seulement trahi. Elle l'avait planifié. Soigneusement, méthodiquement, j'ai placé la bague dans le coffre-fort du motel et je l'ai verrouillé, puis je me suis rassis et j'ai ouvert mon téléphone. J'ai commencé à parcourir les textos de Clarabelle, essayant de voir ce que je n'avais pas vu auparavant, de décrypter la femme que je croyais connaître. Ce n'était que le début. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là. Impossible. Après ce que m'avait dit le prêteur sur gage, l'idée de franchir cette porte d'entrée me serrait la poitrine comme un poing serré autour de mes poumons. Au lieu de cela, je me suis retrouvé terré dans un motel moisi près de la route 7, le genre d'endroit où les murs sont trop fins et les rideaux qui ne ferment pas complètement. Assis au bord du lit, je fixais le plafond fissuré tandis que le bourdonnement d'un climatiseur défectueux emplissait le silence. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas consulté mon téléphone. Je suis resté assis là, à retourner sans cesse la même question. Pourquoi ferait-elle ça? Clarabelle n'était pas impulsive. Ce n'était jamais son genre. Tout ce qu'elle faisait était soigné, préparé, précis. Elle a planifié notre mariage comme une opération militaire. Elle a suivi nos finances à la virgule près. Si cela arrivait et que je n'avais plus le luxe de faire semblant, alors elle avait bien réfléchi. Cette bague n'était pas qu'un cadeau tordu. C'était une arme déguisée en or et en sentiments. Vers minuit passé, j'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert notre facture de téléphone commune. Nous avions le même opérateur depuis des années, et Clarabelle insistait toujours pour tout regrouper sur un seul compte par souci de transparence, disait-elle. J'admirais ça avant. Maintenant, j'avais l'impression d'une blague cruelle. Je me suis connecté et j'ai commencé à parcourir les journaux d'appel et la consommation de données. Il s'agissait principalement de contacts professionnels ordinaires, de sa mère, de quelques vieux amis, mais un nom revenait sans cesse, Tran Marleau. Tran était notre comptable. La trentaine, il portait des lunettes carrées et des mocassins sans chaussettes. C'était le genre de type qui souriait trop longtemps et riait toujours à ses propres blagues. Clarabelle ne l'avait jamais apprécié. Je me souvenais qu'elle l'avait traité de pervers après un dîner, qu'il la fixait trop et qu'il ne comprenait pas les limites. Alors pourquoi, au cours des 4 derniers mois, l'avait-elle appelé chaque semaine, parfois 2 fois par jour? J'ai creusé plus profondément, vérifié son historique de localisation, dont il ignorait la synchronisation avec son cloud partagé. Des pings GPS provenant d'endroits où elle n'aurait pas dû être. Un café près du bureau de Tran. Un hôtel-boutique en centre-ville. Un petit coin tranquille où nous étions allés pour notre anniversaire, qui apparaissait maintenant comme un point récurrent sur notre chronologie.
Toujours pendant la journée, toujours quand j'étais censé être au travail. J'ai ouvert le dossier sur mon bureau où elle avait autrefois rangé les tickets de caisse, les courses, les factures d'électricité, les courses chez Target. Elle n'était plus prudente. Peut-être pensait-elle que j'étais trop perdu pour le remarquer. Il y avait des tickets de caisse de restaurants où je n'étais jamais allé, de cavistes où elle avait acheté des bouteilles que je n'avais jamais goûtées, et de boutiques de lingerie qu'elle n'avait jamais portées devant moi. Mon estomac se tordit en les observant un par un, voyant la réalité s'aiguiser. Ce n'était pas seulement la bague. C'était le thé, les compléments alimentaires, la présence planante, la tendresse soudaine, tout ça. Une performance. Elle n'essayait pas de prendre soin de moi. Elle essayait de gérer mon déclin. Le guider, l'adoucir, le rendre propre, une douce spirale, et quand ce serait fini, je serais parti, et elle serait la veuve endeuillée avec un chèque d'assurance substantiel et un comptable louche qui attendait dans les coulisses. Je n'avais même pas pensé à l'argent jusqu'à ce moment-là, mais maintenant, il me criait dessus. Je me suis connecté à notre compte de planification financière commun. Je connaissais tous les mots de passe. Clarabelle n'avait jamais pensé que je prêtais attention à ce genre de choses. Je l'ai laissé gérer la plupart du temps, mais je m'en souvenais suffisamment. J'ai cherché des polices d'assurance et c'était là. Une assurance vie Braxton Cole, bénéficiaire de Clarabelle Cole, d'une valeur de 2,5 millions de dollars. Elle avait été mise à jour 6 mois plus tôt, juste au moment où j'ai commencé à tomber malade. J'ai fixé l'écran un long moment. Ma main planait sur le pavé tactile, immobile. Je n'étais plus seulement un mari. J'étais une cible, un investissement, un gain en attente. Quand j'ai enfin bougé, c'était pour fermer lentement l'ordinateur portable et le poser sur la table de nuit. Je me suis allongé sur le lit bosselé du motel, les yeux fixés sur la tache d'eau qui s'étendait au plafond. J'ai pensé à la femme que j'avais épousée, à son rire, à la façon dont elle pressait son front contre le mien quand nous étions jeunes, fauchés et pleins d'idées. J'ai pensé à la nuit où nous avions dansé pieds nus dans la cuisine, mangeant des plats à emporter directement dans les cartons. J'ai pensé à son regard quand elle pensait que je ne regardais pas. Était-ce vrai autrefois, ou étais-je simplement tombé amoureux de la meilleure performance de sa vie? Je n'ai pas dormi. Pas vraiment. Quand le soleil a enfin percé le rideau taché, j'ai pris une douche, je me suis habillé et j'ai réglé la note sans un mot. Je ne suis pas allé travailler. Je n'ai pas appelé Marcus. J'ai juste conduit sans but au début, puis avec détermination. J'avais besoin de preuves plus que de reçus, plus que de verrous de localisation. J'avais besoin de quelque chose de numérique, quelque chose qu'elle ne puisse nier. Alors, j'ai appelé ma cousine Juno. Juno travaillait dans la cybersécurité. Brillante, sarcastique, toujours en avance sur tout le monde. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Braxton. Waouh. Je n'ai plus de tes nouvelles depuis la réunion de famille où tante Marie a essayé de baptiser ton bourbon. Quoi de neuf? J'ai besoin d'un service. J'ai dit un service sérieux. C'est un de ces services où je ne pose pas de questions? Non. Je veux que tu poses des questions. J'ai besoin d'aide pour comprendre la profondeur de la trahison de ma femme. Il y a eu un silence. Puis je vais prendre mon ordinateur portable. Je l'ai rencontré dans un café de l'autre côté de la ville, loin des endroits où Clarabelle allait. Je lui ai tendu une clé USB contenant une sauvegarde du stockage cloud de Clarabelle, une sauvegarde que j'avais téléchargée discrètement en faisant semblant de chercher un vieux document fiscal des mois auparavant. Juno a travaillé vite, ses doigts volant sur les touches, marmonnant pour elle-même. En 1 heure, elle a trouvé ce que je craignais de voir. Dossier crypté, messages privés, notes cachées. L'un d'eux m'a immédiatement frappé. Un brouillon de mail. Le tran. Ça marche. Il va bientôt faiblir. C'est tout ce que j'avais besoin de lire avant que mes mains ne se glacent. Juno me regarda, l'air inexpressif. Braxton, tu dois appeler la police. J'ai hoché la tête, ravalant la bile qui me montait à la gorge. Elle avait tout planifié, ai-je dit doucement. De la bague aux pilules. Elle voulait que je parte. Et maintenant, je savais. Et maintenant, je n'allais plus jouer le jeu. Je ne suis pas allé voir la police. Pas encore. Pas parce que je doutais du danger ou parce que je ne croyais pas aux preuves. Si. Chaque douleur dans mon corps, chaque regard vide de Clarabelle lorsqu'elle me tendait une autre tasse de thé.
Chaque ligne de ce brouillon de mail que Juno avait décrypté me fixait en face comme un souffle froid dans le cou. Mais j'avais besoin de plus. Pas pour la loi, pour moi-même. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux, de l'entendre dans sa voix, de ressentir les contours de sa trahison dans les moments de calme où la confiance régnait autrefois. Alors, je suis rentré, pas comme un idiot, pas avec la bague au doigt. J'ai joué le rôle du mari aimant et épuisé, celui qui s'accroche au confort. Je suis rentré tard ce soir-là, après que Juno eut tout imprimé, glissé le tout dans une simple enveloppe blanche et me l'a glissé dans la main comme un dernier avertissement. « S'il arrive quoi que ce soit, dit-elle, ceci sera remis à l'inspecteur Rilansing. J'ai déjà rempli le rapport. Il ne vous reste plus qu'à entrer. » Je lui ai dit que je le ferais, mais pas tout de suite. Clarabelle m'a accueilli à la porte avec un sourire radieux. « Ça va mieux ?» a-t-elle demandé en effleurant ma joue. Je commençais à m'inquiéter un peu, ai-je dit en parvenant à sourire. Je crois que j'avais juste besoin d'une pause. J'ai fait le vide près de la côte. Elle a regardé ma main presque immédiatement. « Tu ne portes pas ta bague. » « J'ai oublié le motel, dis-je en riant à la légère. Je suppose que ma tête est toujours un peu brumeuse. Elle gloussa. « Toi dans cette bague ?» Elle murmura, puis m'a embrassé la joue et m'a guidé dans le salon. « J'ai fait votre favori pour le dîner, Rosemary Chicken. Je pensais que nous pourrions avoir une petite soirée de bienvenue à la maison. » J'ai hoché la tête. Ça a l'air génial. Elle n'a pas appuyé sur le motel ni où j'en avais été. Elle supposait que la bague retrouverait son chemin sur mon doigt. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que je l'avais déjà remplacée. Une copie presque identique commandée en ligne en moins de 10 minutes. Même largeur, même couleur, même gravure à l'intérieur. Je le portais maintenant, simple et léger, sans métal empressé de poison. Cette nuit-là, nous avons mangé à la table de la cuisine comme si rien n'était mal. Je l'ai laissé verser mon vin. Je l'ai laissé s'appuyer contre mon épaule alors que nous regardions un drame oubliable sur Netflix. Je l'ai même laissé frotter mes tempes et murmurer comment elle était tellement heureuse d'être à nouveau à la maison. Et j'ai regardé Clarabelle en avait dit des subtils. Ses yeux se contractent quand elle a menti. Son sourire se resserra. Elle cligna des yeux un peu trop souvent quand elle n'était pas sûre. Au fil des ans, j'avais appris à la lire d'une manière qu'elle n'a probablement jamais réalisée. Et maintenant, je l'ai lu avec une précision chirurgicale. Le lendemain matin, j'ai remué mon café sur l'île pendant qu'elle se déplaçait dans la cuisine, fredonnant une chanson que je n'ai pas reconnue. Elle a glissé le thé vers moi. Je l'ai pris, j'ai souri, j'ai fait semblant de siroter. Elle se pencha contre le comptoir et m'étudia. « Vous avez vraiment l'air mieux » a-t-elle dit, soupie. « Dormir mieux aussi ?»« Beaucoup mieux » dis-je, tenant son regard. Ses yeux plissèrent une fraction. « Et votre énergie est en place. Je me sens comme un nouvel homme. » Elle sourit, mais ça n'a pas atteint ses yeux. Je pouvais la voir calculer, tester les variables. Je portais la bague. J'ai bu le thé. Et pourtant, je m'améliorais, pas en déclin. Elle ne l'a pas encore compris, mais j'ai vu le début du doute se glisser dans sa posture. Un petit froncement de sourcils au coin de sa bouche. Le piège fonctionnait. Au cours des prochains jours, je lui ai donné exactement ce qu'elle avait besoin pour croire. Une prévisibilité de routine. Je la laisse faire des smoothies le matin. J'ai complimenté la soupe qu'elle a chargée dans mon bol. J'ai pris les pilules qu'elle a laissées de côté, les faisant palmier lorsqu'elle se retourna et les rincer lorsqu'elle a quitté la pièce. J'ai même laissé la fausse bague sur la table de nuit un matin juste pour voir ce qu'elle ferait. Quand je suis sorti de la douche, il était de retour sur la commode, poli et placé doucement sur une serviette pliée. Pas un mot d'elle. Pas de rappel, pas de taquin, juste un renforcement silencieux du contrôle. Mais j'avais mes propres routines maintenant. Chaque sachet de thé est entré dans un sac à sandwich en plastique après utilisation. Chaque pilule que je n'ai pas avalée s'est retrouvée dans une pochette scellée cachée derrière les Vanvac. Je collectais, préservais, construisais mon cas pendant qu'elle pensait retomber dans ses bras. J'ai remarqué que son comportement changeait subtilement. Elle a commencé à vérifier son téléphone plus souvent pendant les repas, chuchotant quand elle pensait dormir, glisser dans la salle de bain plus longtemps que d'habitude, et sortir avec un sourire qui ne correspondait pas au timing. Elle pensait qu'elle avait le temps. Elle pensait que son plan fonctionnait toujours. Une nuit, alors que nous nous enroulions dans le lit,
Elle passa ses doigts le long de mon bras et chuchota, « Tu es tout ce que j'ai toujours voulu, soutien-gorge. » Je me tournai lentement vers elle et embrassai son front. « Toi aussi. » Elle expira doucement, comme si elle était soulagée. Mais je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je m'allongeai dans l'obscurité, écoutant son souffle, sentant le poids de la fausse bague contre mon doigt. Le souvenir du vrai est encore gravé dans ma peau. J'ai pensé à l'homme que j'étais. Ablèbre fidèle, baissé, travaillant toujours croire, et j'ai pensé à l'homme que je suis devenu. Vigilant, méthodique, silencieux. Le matin, elle m'a apporté du toast et du thé sur un plateau en bois. J'ai pris les deux, j'ai hoché la tête de remerciement et je l'ai regardé s'éloigner. Sa robe se balançait légèrement alors qu'elle sortit le coin de la pièce. J'ai pris le thé à la salle de bain, je l'ai versé dans un pot maçonne, je l'ai scellé et l'ai ajouté à ma collection croissante. Elle ne savait pas que je l'étudiais. Elle ne savait pas que les murs se rapprochaient. Elle ne savait pas que j'avais déjà reçu un détective Relancing, mais je l'ai fait. Juno m'attendait quand je me suis arrêté dans son appartement le lendemain matin, une clé USB déjà dans sa main. Ses boucles sombres se sont tirées dans un chignon désordonné comme si elle n'avait pas dormi toute la nuit. Elle ne l'avait probablement pas fait. Son esprit ne fonctionnait pas comme la plupart des gens. Une fois que quelque chose a accroché sa curiosité, elle était implacable. Elle n'a pas souri quand je suis entré. Je me suis fait signe de la suivre à la table de la cuisine où son ordinateur portable était assis à écran ouvert avec des dossiers décryptés et des fils de courrier électronique qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des mois. « Vous aviez raison », a-t-elle dit, glissant le lecteur flash vers moi comme si c'était un appareil explosif. Je ne parlais pas planifier une activité de fond. Clarabelle, call en vigueur il y a 6 mois. Déclaration de médecin forgée. Juno a déclaré que vous aviez un examen complet et que vous avez été déclaré en excellente santé. Sauf qu'il n'y a pas un tel médecin. J'ai vérifié. Elle l'a inventé. J'ai coulé une main sur mon visage. Je me sentais fatigué mais pas par manque de sommeil. C'était une fatigue plus profonde. Le genre qui vient lorsque la vie que vous pensiez que vous aviez est enlevée à nu et que vous tirez les os. Ce n'est pas tout, a-t-elle dit, en cliquant sur ouvrir une série de journaux de recherche Google. Regardez ceci. Je me suis penché en avant et je les ai lus en silence. Combien de temps prend le thallium pour montrer des symptômes? Empoisonnement par l'absorption de la peau, les toxines à action lente et les recettes de thé métallique qui cachent un goût amer. Comment supprimer l'historique de recherche en permanence? Elle a planifié la méthode avant même qu'elle ne choisisse le poison. Juno a déclaré qu'elle référençait des niveaux de toxicité avec des techniques de mélange en alliage. Elle a même recherché des vendeurs de travail en métal qui pourraient utiliser sans le savoir des sources contaminées. Je voulais crier ou jeter l'ordinateur portable à travers la pièce. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête. Elle est bonne, dis-je. Mais elle est dangereuse, a corrigé Juno. Et elle est bâclée d'une seule manière. Elle pense qu'elle est plus intelligente que tout le monde. Cela la rend prévisible. Elle a cliqué sur ouvrir un autre fichier, un projet de lettre. Il n'a pas été adressé, mais le destinataire était évident à partir du ton. Cela fonctionne. Il s'affaiblit bientôt. Nous devons juste être patients. Quand c'est fait, nous allons disparaître pendant un certain temps. Ils utilisent les mêmes phrases. Commencer, une ardoise propre avec quelqu'un d'autre pendant que je disparaissais à 6 pieds. Avez-vous tout sauvegardé? Ai-je demandé, agrippant fermement le lecteur flash. Triple, dit-elle. Un dans mon coffre-fort ignifuge, un sur un nuage sécurisé. Et celui-là dans votre main. Je ne prenais aucune chance. J'ai hoché la tête. Bon. Vous êtes prêt à la porter aux flics? Presque. J'ai dit. Elle m'a regardé, les sourcils levés. Braxton, n'attendez pas trop longtemps. Elle est dangereuse. Ce n'est pas un jeu. Je le savais. Chaque fois que je ressentais le poids de cette fausse bague sur mon doigt, chaque fois que je goûte le thé et faisais semblant d'avaler ces pilules, je me suis rappelé que ce n'était pas une fierté ou une vengeance. C'était la survie. Mais j'avais besoin de le voir à travers. J'avais besoin de m'assurer qu'il n'y avait pas d'échappatoire, pas d'excuse. Aucune version de cette histoire où elle pourrait dire que j'ai mal compris ou manipulé les faits. Je voulais la voir l'admettre. Je voulais qu'elle sache que je savais. Et je voulais qu'elle voie que son plan était tombé. J'ai besoin d'une chose de plus,
j'ai dit tranquillement. J'ai besoin d'elle pour emballer un sac pour moi. Juno cligna des yeux. Quoi? Je vais simuler un voyage d'affaires. Je vais lui demander de me faire emballer, inclure ma bague chanceuse, peut-être une fraîche bouteille de ces vitamines qu'elle aime tellement. Laissez-la le faire tout en pensant que le plan est toujours sur la bonne voie. Ensuite, nous testons tout. La bague, les pilules, les sachets de thé. Je veux que le laboratoire ait ses empreintes digitales partout dans l'épreuve. Juno me regarda, puis hocha lentement la tête. C'est froid. Non, j'ai dit que c'était la survie. Elle atteignit la table et serra ma main. Vous pensez que vous auriez peut-être dû entrer dans l'application des lois? Je lui ai fait un petit sourire. Je pensais que j'étais amoureux. Je suppose que j'apprends à m'adapter. Alors que je quittais son appartement, j'ai glissé le lecteur flash dans la poche de mon manteau intérieur et je l'ai zippé. Le soleil commençait à se lever, mettant les bâtiments en or. Une couleur ajustée, je pensais amèrement. La même couleur que l'anneau qui m'a presque tué. Je suis monté dans ma voiture et je me suis assis là pour un moment, respiration. Puis j'ai décroché mon téléphone et j'ai envoyé un texto Clarabelle. Moi, rentré tôt à la maison. Pouvez-vous me faire un sac pour le voyage d'Atlanta? Besoin des pilules et de ma bague chanceuse. Tu connais celui-là. Merci. Elle a répondu presque instantanément. Clarabelle. Bien sûr, l'amour. Je vais l'avoir prêt. Voyage en toute sécurité. Quand ces accords, Zoxo. J'ai regardé l'écran pendant longtemps, ma mâchoire se serra. Je n'ai pas répondu. Il ne s'agissait pas de gagner des offres. Il s'agissait de mettre fin au jeu. Le matin où je suis parti pour le voyage, Clarabelle m'a embrassé comme si tout était normal. Comme si elle n'avait pas essayé de me tuer par incrément lent et calme. Comme si elle n'avait pas simplement scellé un sac de voyage rempli des outils de sa propre perte. La façon dont elle a souri en zippant le duffel me faisait tourner l'estomac. Elle ne savait pas qu'elle emballait des preuves. Je ne savais pas qu'elle avait signé la dernière page de sa propre lettre de confession avec ce clin d'œil et les mots « Je ne peux pas gagner ces offres sans votre bague chanceuse ». Le sac était sur le siège arrière maintenant. Je ne l'avais pas ouvert. Je n'en avais pas besoin. Le vrai anneau était là, le poison, ainsi qu'une fraîche bouteille de supplément d'énergie, que j'étais sûr de tester positif pour quelque chose de fatal à de petites doses répétées. Clarabelle avait été cohérent. La prévisibilité était la pierre angulaire de sa conception. Elle voulait qu'on se souvienne de lui comme prudente, calculée, précise. Elle s'est dit que la mort lente ressemblait plus à la nature qu'à la malveillance. Mais la beauté de sa prévisibilité était que cela la rendait facile à piéger. Je ne me suis pas rendu à l'aéroport. Au lieu de cela, j'ai conduit directement dans l'enceinte. Le détective Ryland Singh avait l'air plus jeune que ce à quoi je m'attendais. Ice tranchant, coup de voix, mais avec le genre de présence qui a fait hésiter les gens avant de mentir. Son bureau était petit et sans fenêtre, mais il l'a gardé organisé, des fichiers empilés soigneusement. Anneau de tasse gravé de façon permanente dans son bureau comme un insigne de routine. Il m'a offert un siège et a attendu. Je ne l'ai pas fait attendre longtemps. Je lui ai tendu la clé USB, puis le sac. Ma voix n'a pas tremblé alors que je l'ai disposé. L'arrêt de la boutique de prêteurs sur gage. Les symptômes. La fausse bague. Les sachets de thé que j'avais stockés. Les vitamines que je n'avais pas prises. Le faux voyage. Les textes. Les fichiers Juno ont trouvé. La police d'assurance. L'historique de recherche. Le projet de lettre. Les reçus. Le Nontran Marlowe. Singh n'a pas interrompu. Il m'a laissé parler jusqu'à ce que la pièce ait l'impression d'avoir rétréci la taille d'un cabine de confession. Puis il se pencha en arrière sur sa chaise et exhala par son nez. Vous me dites que votre femme vous empoisonne lentement depuis 6 mois. Avec une bague, avec des pilules, avec des boissons? Oui. Et elle ne sait pas, tu sais? Non, pas encore. Il acquiesça lentement. Nous allons faire tester le contenu. La bague, les pilules, le thé. Vous avez dit que vous n'aviez pas avalé aucun d'entre eux. Pas après les premières semaines. J'ai commencé à les rincer. Les symptômes ont disparu lorsque j'ai arrêté de porter la bague et de prendre les pilules. Et la bague que vous portez maintenant, réplique. Les vrais dans le sac.
Singh a jeté un long coup d'œil à moi, a ensuite ouvert un fichier et a commencé à écrire. Vous avez de la chance. Si cet alliage a du thallium, comme le soupçonne votre gars du pion, nous ne regardons pas seulement la tentative de meurtre. Nous envisageons un empoisonnement prémédité avec l'intention de collecter. C'est fédéral. Lors de la fraude à l'assurance, du complot, et si son partenaire se retourne, nous pourrions voir cela se dérouler dans une poursuite du jeu de manuel. Je me suis juste assis là en laissant les mots me laver. Je ne me sentais pas chanceux. Je me sentais vide, comme si j'avais été creusé et rempli de la détermination de quelqu'un d'autre. Nous devons la surveiller, couler continuer. Elle pense que tu es parti, non? Pense que vous êtes hors de la ville pour les affaires. Corriger. Ensuite, nous regardons. Nous rassemblons ses communications. Elle le contactera. Nous écouterons. Quand nous en aurons assez, nous entrons. Et si elle essaie quelque chose avant cela, nous aurons une station d'officiers à proximité. Mais pour votre sécurité, je vous voudrais hors du radar quelque part silencieux. Avez-vous un endroit sûr que vous pouvez séjourner? Mon cousin. J'ai dit, Juno, c'est elle qui a trouvé les fichiers. Il hocha la tête. Restez là. Gardez votre téléphone. Si elle vous contacte, ne répondez pas. Nous devons préserver l'illusion. Je me tenais, une tension lente se recroquevillant dans le dos alors que je m'adaptais à ce que je venais de faire, ce que j'avais commencé. Que se passe-t-il si elle avoue? Le chant leva les yeux. Ensuite, nous ne l'arrêtez pas. J'ai quitté l'enceinte avec un étrange sentiment d'apesanteur. Pas de soulagement, pas encore, mais un changement. Comme le moment avant le tonnerre, lorsque l'air modifie la pression et vous savez que quelque chose arrive. Je me suis rendu dans l'appartement de Juno, je l'ai laissé prendre mon téléphone et j'ai remis tout ce que le détective avait demandé. Elle n'a pas dit grand-chose, m'a juste enveloppé dans un câlin et a chuchoté, « Tu fais la bonne chose ». 2 jours se sont écoulés. J'ai séjourné dans la chambre d'amis, à peine dormi, mangeant à peine, écoutant juste le tac sur l'horloge murale et le bourdonnement de mes pensées. Singh a appelé le 3e jour. Elle parle, a-t-il dit. Texte à 30. Codé au début, puis plus direct. Aujourd'hui, elle lui a envoyé ceci. Il l'a lu à haute voix. Clarabelle tous clair. Il est à l'écart. Document déposé. Lorsque cela s'installe, nous parlons des étapes suivantes. Être patient. Je vais gérer le reste. Je ferme les yeux. Un scintillement de rage dardant derrière eux comme une foudre de chaleur. Quand l'emmènes-tu? Bientôt. Nous voulons qu'elle soit détendue. Confiant. C'est là que des erreurs se produisent. Mais nous la recevrons et vous serez en sécurité. Tran? J'ai demandé. C'est un lâche. Il va retourner. Probablement déjà prévu. Ils le font toujours lorsque les murs se rapprochent. Je me raccrodai et je me suis assis en silence pendant longtemps. C'était surréaliste entendre ces paroles sans sa voix. Voir sa trahison dans des textes en noir et blanc. J'ai pensé à nos vœux de mariage, à la lune de miel que nous avons passée à marcher pieds nus le long de la côte, de la nuit où elle a pleuré quand je suis tombé malade et j'ai dit qu'elle ne me quitterait jamais. Et tout au long, elle attendait que je meure. Ce n'était pas seulement la tentative. C'était la performance qui piquait la façon dont elle a versé le thé comme si c'était un acte d'amour. La façon dont elle sourit quand elle m'a tendu le poison. La façon dont elle a dit pour toujours aimante jusqu'à ce que le chèque se casse. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas cassé. J'ai juste attendu. Le piège était presque réglé. La cage était presque fermée. Et Clarabelle ne savait pas qu'elle y était entrée elle-même. C'était un jeudi ensoleillé, assez chaud pour les lunettes de soleil et les robes en lin. Le genre de jour Clarabelle aurait choisi pour une célébration. Elle était assise sur une table de patio en marbre dans l'un de ces cafés du centre-ville où les serveurs portaient des noyaux et le menu est imprimé sur du parchemin recyclé. Tran Marlowe s'est assis en face d'elle, riant dans son mimosa comme s'il n'avait pas eu de soin dans le monde. Il ressemblait à un couple à l'aube de quelque chose. Un nouveau chapitre, un nouveau départ. Il pensait que j'étais mort. Le poids a tourné la vapeur. Il pensait que leur plan avait fonctionné. Le détective Rilan Singh avait tout mis en place. Équipe de surveillance en place. Bog audio amorcé. Téléphone tapoté. Il m'a dit de rester autrement dit, pour laisser la justice suivre son cours.
Mais je n'ai pas pu résister. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de l'image finale brûlée dans ma mémoire. Celui qui écraserait chaque faux sourire et un baiser de poison. Donc, je me suis assis de café dans une casquette de baseball empruntée et des lunettes teintées, mon cœur battant comme une garde-robe. Ils avaient l'air confortables. Clarabelle se pencha avec cette pratique inclinable de sa tête, touchant légèrement le poignet de Tran, son rire sonne comme de la musique. C'était toujours une arme, son charme. Désarmant, chaud. Elle pouvait sourire tout en tordant le couteau, et les gens la remercieraient pour la douleur. Et puis, le milieu de Seaplest a changé. Le détective Singh s'est approché du trottoir. Pas de fanfare, pas de sirène, juste un homme dans un blazer sombre marchant avec certitude. 2 officiers l'ont flanqué. Leurs badges ont sifflé si rapidement que les autres convives avaient à peine le temps de enregistrer ce qui se passait avant que ce ne soit fini. Clarabelle Cole Singh a dit comme jamais comme jamais. Elle leva les yeux en clignotant. Toujours en contrôle. Oui. Vous êtes arrêté pour tentative de meurtre, fraude à l'assurance, et conspiration pour commettre un crime. Il y avait un battement, un bref scintillement où elle sourit, confus. Puis ça l'a frappé. Quoi? Je pense qu'il y a eu une sorte d'erreur, a-t-elle dit, la voix haute, mais toujours composée. Je suis désolé. De quoi s'agit-il? Vous aurez le temps d'en discuter à la gare. Les mains où je peux les voir. Tran se figea. Il ne s'est même pas déplacé pour l'aider. Il regarda juste un homme regardant sa vie exploser en temps réel. Clarabelle s'est tournée vers lui, s'attendant à une sauvegarde, une sorte de protestation, mais il se rétrécit déjà dans son siège. C'est ridicule, a-t-elle cassé, se tenant maintenant. Drôle. Le nier? Se sépara, son front se resserra. Elle regarda à nouveau Tran, désespéré maintenant, mais il était trop tard. Il avait déjà sorti son téléphone et l'avait placé sur la table. Je veux coopérer, dit-il rapidement. Je ne savais pas quelle était. Je veux dire, elle m'a dit qu'il était déjà malade. Que ce n'était pas de sa faute. Singh tourna lentement la tête. Vous ferez votre déclaration dans l'enceinte. Le visage de Clarabelle se tord. Pas panique. Pas encore. Quelque chose de pire. Réalisation. Sa bouche s'ouvrit et se ferma. Ses mains, manucurées et tremblantes, atteignirent la chaise derrière elle comme si elle se stabilisait sur la réalité. Et puis finalement, elle a regardé dans la rue. Ses yeux ont atterri sur moi. Même dans le chapeau et les lunettes, elle m'a vu. Ce genre de reconnaissance n'est pas né de l'apparence. Cela est venu de connaître l'âme de quelqu'un. Son regard s'est enfermé avec le mien comme une question qu'elle avait trop peur de poser. Je n'ai pas bougé. Je l'ai laissé regarder. Laissez-la voir que j'étais en vie. Que je savais que j'avais toujours su. Non, elle chuchota juste assez fort pour j'ai vu sa lèvre la façonner. Non, toi. Mais je me suis détourné. C'était le moment où j'avais attendu. Pas de vengeance, pas de la victoire, juste des s'effondrer, de la rupture entre le masque et la vérité. Je n'avais pas besoin de l'entendre avouer. J'avais tout ce dont j'avais besoin dans ce look. Cette seconde où son illusion s'est brisée. De retour à l'enceinte, Singh a appelé pour me mettre à jour. Elle n'a pas résisté après ça. Elle est devenue silencieuse, a été révolue immédiatement, mais les résultats du laboratoire sont propres et concluants. Traces de thallium dans le ring et dans les pilules. Elle a fini. Et Tran, ai-je demandé, fissuré en 20 minutes. Dit que tout était son idée, qu'il vient de se faire rattraper, nous a donné un accès complet à ses communications. Clarabelle est confrontée à 25 ans minimum, pourrait être plus si nous faisons pression pour les accusations fédérales. Elle essaiera probablement de conclure un accord. Je me suis assis dans la chambre d'amis de Juno après l'appel, regardant par la fenêtre alors que le soleil de l'après-midi s'amusait. Elle m'a apporté du thé, du vrai thé et l'a laissé sur le rebord de la fenêtre sans dire un mot. Je ne l'ai pas bu, non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que l'habitude s'était déjà formée. Les soupçons vivaient en moi maintenant. Plus tard dans la soirée, j'ai regardé à travers le dossier que Singh avait déposé. Photo de l'anneau dans le laboratoire. Résultat du laboratoire. Copie des messages de Clarabelle. Un fichier s'est démarqué. Des images de surveillance du prêteur sur gage. Granuleux mais clair.
Là, j'avais des mois à changer la bague au comptoir. Le premier mouvement. Au moment où j'ai décidé de vivre, cette vidéo avait cassé l'affaire. Singh a dit que lorsqu'ils l'ont montré à Clarabelle après l'arrestation, après les charges, elle a cessé de parler. Elle regarda simplement l'écran et secoua la tête comme la vérité l'avait aveuglée. Elle pensait vraiment que je mourrais tranquillement, que je ne remettrais jamais en question sa gentillesse, que je porterais la bague, que je boirais le thé et que je disparaissais en mémoire pendant qu'elle encaissait ma vie. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis adapté. J'ai regardé. Et le moment venu, je l'ai exposé. Maintenant, elle passerait ses années derrière les barreaux, pas les tables de brunch. Et chaque fois qu'elle fermait les yeux, j'espérais qu'elle verrait ce moment. Celui où elle leva les yeux du champagne et m'a vu regarder, vivant, libre, impitoyable. Je le garde sur l'étagère du milieu de ma table de nuit dans une boîte pas plus grande qu'un match. Argent, pas de gravure, pas de fausses promesses sculptées dans sa peau. Juste un simple groupe. Cool, honnête, en apesanteur par rapport à celui qui m'a presque tué. Certains jours, je le porte sur ma main droite. D'autres jours, je le laisse caché, mais je n'oublie jamais que c'est là. Je suppose qu'il ne s'agit pas de l'anneau lui-même. Il s'agit du rappel. Le cas s'est enveloppé plus rapidement que ce à quoi je m'attendais. L'équipe de Clarabelle a tenté de négocier, mais il ne restait plus rien à négocier. Trop de reçus, trop de textes, trop de mensonges qui avaient été conservés comme des éclats de verre au microscope. Tran, à la mode classique Kowar, a donné une confession complète en échange d'une condamnation réduite. Il a peint Clarabelle en tant que cerveau, le manipulateur. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être qu'il réécrivait l'histoire pour se sauver. Quoi qu'il en soit, cela n'avait plus d'importance. Elle s'était déjà racontée sur chaque fichier, chaque empreinte numérique, chaque suggestion occasionnelle pour faire monter au lieu de me laisser le brasser moi-même. Ils lui ont donné 25 ans. Pas de libération conditionnelle avant d'avoir 18 ans. Je ne suis pas allé à la condamnation. Je n'avais pas besoin de la revoir menotter. Les épaules s'effondraient, la bouche pressée dans cette ligne serrée qu'elle portait lorsque les choses ne se passaient pas. Singh a proposé de me guider à travers la transcription. J'ai refusé. Certains chapitres sont mieux laissés non lus une fois qu'ils sont fermés. Je ne voulais pas que sa voix soit le dernier mot à ce sujet. Je voulais que le mien soit. Juno est venue avec moi le jour où j'ai pris mes affaires dans la vieille maison. Le seul Clarabelle et moi avons rénové ensemble, peignant les murs tandis que les pieds nus et les chamailleurs sur les carreaux de dosseraient. Je l'ai traversé comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Comme les souvenirs vivaient dans une émission de télévision que je n'avais à moitié regardée. Dans le tiroir de la cuisine, j'ai trouvé que l'anneau d'origine a soigneusement emballé et scellé par des preuves officiers. Je ne l'ai pas touché, je l'ai juste regardé pendant une longue minute avant de le glisser dans l'enveloppe de retour et de le ramener à Singh. Il a dit que cela pourrait aller un jour dans un musée. Pièce A. Dans une histoire sur la trahison invisible, a-t-il plaisanté. Clarabelle m'a écrit une fois par lettre. D'une manière ou d'une autre, le script était toujours parfait. Boucle gracieuse, pression propre, phrasé élégant. Elle a commencé avec « Cher Braxton », comme si nous prenions toujours un café un dimanche matin. Elle a écrit sur regret, sur la confusion, sur la façon dont elle n'a jamais voulu que cela aille si loin. Elle ne s'est pas excusée. Pas vraiment. Les mots n'étaient pas là. Elle a juste essayé de tout ordre en quelque chose de poétique, comme si l'empoisonnement était un accident d'émotion, pas un plan sculpté en métal et imprégné de camomille. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis retourné à quelque chose de plus simple. Jour tranquille, course du matin, café sans vérifier l'amertume. J'ai reconstruit l'entreprise sans Marcus. Il a démissionné après l'avoir confronté à propos de ses propres transactions louches. Pas criminel, mais lâche. Il a affirmé qu'il ne savait pas ce que faisait Clarabelle, mais il n'a certainement pas posé des questions lorsque les parts de l'entreprise ont commencé à se pencher. Je l'ai acheté. J'ai recommencé à reprendre des réunions, un client à la fois. Pas de ruée, pas de pression. J'ai regardé les gens dans les yeux maintenant d'une manière que je n'avais pas auparavant. Parce qu'une fois que vous avez été menti par quelqu'un qui vous a embrassé la bonne nuit, le monde cesse de vous intimider. Les gens me demandent si je me marierai à nouveau. Je souris quand ils le font. Non pas parce que l'idée est drôle, mais parce que je ne connais vraiment pas la réponse. J'ai appris que l'amour peut être à la fois une maison et un champ de bataille.
qu'il peut vous ranger la nuit tout en vous coupant lentement à votre souffle. Mais j'ai aussi appris que ce n'est pas de l'amour qui m'a trahi. C'était l'illusion de celui-ci. Clarabelle était une tempête dans une robe en soie, une tragédie avec un rire parfait. Je l'aimais parce que je voulais croire que nous étions invincibles. Et je l'ai laissée derrière parce que je croyais finalement en moi plus que moi craignais la perdre. Il y a un parc près de mon nouvel endroit. Rien d'extraordinaire, juste une parcelle de verre avec un étang de canards et un banc où les vieillards jouent aux échecs. J'y vais parfois, m'assois un moment, regarder les enfants courir et les chiens aboient et les couples marchent en tenant la main comme des promesses qu'ils n'ont pas encore eu à remettre en question. Un après-midi, j'ai rencontré une femme là-bas. Son nom était Élise. Elle s'assit à côté de moi, ne disant rien au début, vient d'ouvrir un livre et a lu tranquillement pendant que le monde se déplaçait autour de nous. Finalement, nous avons parlé. Elle m'a demandé ce que j'ai fait. Je lui ai dit que je dirigeais une entreprise, que je me remettais de certaines choses. Elle n'a pas poussé. Elle a juste hoché la tête et a dit, nous le sommes tous. Nous avons pris un café plusieurs fois depuis. Rien de grave, pas de déclaration, pas de bague, juste du temps, de la vérité et du silence qui ne ressemblent pas à la paix, pas à une punition. Quand je retire l'anneau d'argent de sa boîte, je ne pense pas à Clarabelle. Je pense au prêteur sur gage. Des cheveux désordonnés de Junot et de la sécurité ignifuge. De chanter. Du matin. Clarabelle m'a vu de la table du café et a réalisé que son fantôme était vivant et regardant. Je porte la bague pour ne pas me souvenir d'elle, mais pour me souvenir de moi, pour se souvenir de l'homme qui a prêté attention, qui a cessé de souriant à travers des symptômes, qui ont choisi de faire confiance à son intestin sur sa culpabilité, qui a échangé un groupe de poison pour un qui ne signifiait rien et tout en même temps. Le mal ne porte pas toujours un air renfrogné. Parfois, il porte du parfum et embrasse votre temple. Parfois, cela vous apporte du thé. Parfois, il s'enveloppe en velours et vous tend une bague gravée avec toujours. Mais je sais que maintenant est un choix, pas une garantie, pas un cadeau. Et parfois, le seul vœu d'être gardé est celui que vous faites pour vous-même.